Bien. Donc l'intitulé du cours que nous allons présenter est la didactique des langues. Un sous-titre pour ce titre, c'est concepts et approches. Destiné au semestre 6 des facultés des lettres et des sciences humaines d'une façon générale. Pour commencer, il faudrait peut-être déjà contextualiser la question et la problématique de la didactique des langues. Il faut donc commencer par le commencement et dire que la didactique est un champ disciplinaire qui se trouve au croisement de plusieurs théories et disciplines. On cite par exemple les théories d'apprentissage, les sciences du langage, neurosciences, pédagogie, etc. Ceci pour dire que le concept est assez complexe, car exactement, il se trouve au carrefour d'autres disciplines qu'on appellerait peut-être des disciplines voisines, connexes, etc. Puis, en créant des groupes de besoins, si vous voulez, on essaye de personnaliser l'enseignement-apprentissage, de le personnaliser. Ça veut dire chaque individu est une entité à part, il a ses besoins qui le concernent, il a des points auxquels il faut remédier, etc. Donc il faut personnaliser l'enseignement-apprentissage. La pédagogie de l'évaluation, ce qui a été dit pour la pédagogie de l'erreur, ça va aussi peut-être nous aider, parce que lorsqu'on dit évaluer, il y a l'idée de mesurer, peut-être de sanctionner aussi. Il y a l'idée de sanctionner, il y a l'idée de contrôler. Mais toujours est-il que toujours l'évaluation, selon toujours le paradigme de les pédagogies par compétences, ça veut dire les sciences de la cognition, etc., on trouve que l'évaluation, il doit aider à évoluer, encore une fois. D'accord ? Donc, l'évaluation doit être positive, il faut positiver l'évaluation et la rendre un moyen, normalement, pour faire progresser et non pas un moyen pour faire peur, pour sanctionner, etc. Donc, et si vous voulez, très rapidement, je vais essayer de citer 7 formes d'évaluation d'une manière très concise et très rapide. On parle de l'évaluation diagnostique, c'est toujours donc au début de chaque peut-être année, etc. C'est pour diagnostiquer, partir des besoins exprimés, manifestés. On peut se servir d'un test pour voir le profil d'entrée de chaque apprenant. L'évaluation formative, c'est un feedback, si vous voulez, qu'on reçoit au cours peut-être de l'acte d'enseignement-apprentissage, et qui permet parfois de pallier des insuffisances dans l'immédiat. Dans l'immédiat, donc sur place, on essaie peut-être de remédier à certaines insuffisances sur place, et c'est aussi une évaluation formatrice également. Voilà. Donc on procède à des remédiations, à des régulations in situ et dans l'immédiat. L'évaluation sommative évalue les connaissances les plus importantes à la fin de la formation d'un semestre, d'un module, etc. etc. On parle de formation. L'évaluation certificative, elle est effectuée à la fin d'un cursus, d'un processus modulaire. Il peut être également sanctionné par un diplôme ou un certificat comme son nom l'indique. L'évaluation normative, il y a déjà le mot norme, il permet de comparer les performances, par exemple, par rapport à une norme moyenne. Il peut être une norme locale, je sais pas, au niveau de l'établissement, au niveau d'une localité, au niveau régional, national ou international. Pour l'évaluation critériée, ça veut dire que permet de mesurer, de vérifier les performances en fonction de critères prédéfinis. Prédéfinir les critères, il permet de savoir si l'acquisition des connaissances est réalisée
comme souhaité, comme programmé, à un moment spécifique de la formation. Et on parle d'une évaluation un peu bizarre, EPSAtive, on l'appelle une évaluation EPSAtive, EPSA c'est soi-même, elle permet de s'auto-comparer, ça veut dire comparer ses propres performances avant et peut-être, ça veut dire après. Mesurer les performances actuelles par rapport à des performances passées. Mes performances maintenant par rapport aux performances passées. Donc, je rappelle qu'il faudra peut-être faire toujours le lien, ne pas perdre de vue l'idée que il y a toujours une pléthore d'approches, de théories, etc., qui se tendent les pratiques pédagogiques et didactiques. Les pratiques pédagogiques et didactiques, ils trouvent légitimité, ils trouvent justification dans si vous voulez, des différentes théories, etc. J'ai cité tout à l'heure des approches, des théories d'inspiration behavioriste, constructiviste, socio-constructiviste, etc. Je passe maintenant à un autre élément qui ne manque pas d'importance. Et si vous voulez faire un petit peu d'histoire, dresser une sorte d'historique des méthodes en didactique, surtout en didactique du FLE, français langue étrangère. Mais avant de le faire, je voudrais d'abord montrer, encore une fois d'une manière très concise, la différence entre méthode et méthodologie. La méthode, c'est le matériel ou outil d'enseignement. Il peut s'agir de manuels, de livres, de supports audio, de supports audiovisuels, etc. Donc là, on parle de méthode. Pas seulement, le mot méthode peut signifier également la manière d'enseigner et d'apprendre. La méthode, selon Jean-Pierre Cuc, c'est un ouvrage qu'il a publié sur les cours de didactique du français, langue étrangère et seconde. La méthode est un ensemble raisonné de procédés et de techniques de classe destinés à favoriser une orientation particulière pour acquérir les rudiments de la langue et soutenu par un ensemble de principes théoriques. Ici, la méthode est un ensemble raisonné de procédés et de techniques de classe destinés à favoriser une orientation particulière pour acquérir les rudiments de la langue et soutenu par un ensemble de principes théoriques. Cette définition-là s'approche un petit peu de concepts, comme nous allons le voir tout à l'heure, de méthodologie. Nous allons le voir. La méthodologie, c'est étude des méthodes et de leur application. Mais aussi, c'est un ensemble construit de procédés, de techniques, de méthodes, et le tout articulé autour d'options ou de discours théorisants ou théoriques d'origine diverse qui le se tentent. C'est donc Jean-Pierre Cuc, cours de didactique du français, langue étrangère et seconde, la 4e édition, publiée en 2017, page 263-264 pour la référence. C'est une référence qui est importante dans la didactique des langues d'une façon générale, que je recommande vivement aux étudiants. Méthode en didactique du FLE. Maintenant, j'arrive les méthodes en didactique du FLE. Et je vais citer quelques-unes. On parle de méthode indirecte, qui consiste à enseigner une langue par le biais d'une autre, par exemple une langue maternelle. Ça veut dire, pour enseigner une langue, je vais avoir recours à une autre langue pour l'enseigner. Par exemple, j'enseigne à travers, ou bien à partir de la langue, ou bien par le biais de la langue maternelle, j'essaie d'enseigner une autre langue étrangère, par exemple. La méthode directe, enseigner la langue étrangère sans le passage par la langue maternelle ou le recours à la traduction. Donc, on enseigne la langue étrangère sans le passage par la langue maternelle ou le recours à la traduction. Ça veut dire enseigner la langue en utilisant cette même langue, tout simplement. Et donc, j'arrive maintenant l'approche grammaire-traduction.
bien c'est une autre approche, méthodologie. Il s'intéresse à l'enseignement de la grammaire de manière à permettre la pratique de la lecture et la traduction de textes littéraires. Traduire en langue étrangère un texte en langue maternelle, par exemple ce qu'on appelle thème ou l'inverse, ce qu'on appelle la version. C'est une importance accordée à l'écrit. Il est très intéressant peut-être de souligner un point qui me paraît intéressant, c'est que avec cette méthode-là, grammaire-traduction, avec aussi les méthodes directes, la place de l'écrit elle est importante, donc du texte littéraire d'une façon générale. C'est ce qui va un petit peu disparaître ou s'éclipser avec les autres méthodes qui vont venir après, communicative, orale, audio-orale, etc. Et qui va connaître, si vous voulez, un regain d'intérêt par la suite, quoique timidement, avec l'approche actionnelle, et ce qu'on appelle le cadre européen commun de référence pour les langues. Donc la place du texte littéraire, de l'écrit, surtout de la littérature et du texte littéraire, si vous voulez, elle évolue, parfois il prend une place importante, il s'éclipse, il s'atténue, etc. Donc après bon, on se demande parfois, est-ce que la littérature, est-ce qu'il peut être un moyen, est-ce qu'il peut servir la communication? Est-ce qu'il peut servir l'apprentissage de la langue? Ou bien est-ce que c'est l'apprentissage de la langue qui va servir la littérature? De toute façon, il y a un débat, mais soulignons que la place de la littérature, du texte littéraire, il varie selon les époques, etc., pour ainsi dire, etc. La méthode audio-orale, dans laquelle la priorité est plus accordée à l'expression orale, c'est-à-dire donc à la production orale. La production de l'écrit se limite à des exercices de transformation et de substitution. Donc, voilà. La méthode structure globale audiovisuelle, ce qu'on appelle communément le SGAV, l'importance est accordée à la communication orale, surtout quotidienne. Et on propose des situations dialogales, des situations de discours, d'échanges dialogales, etc., dans lesquelles on essaie de mettre un lexique, un vocabulaire relatif à la vie quotidienne de tous les jours. Les aspects acoustiques et visuels de la langue prennent le dessus. Donc là, beaucoup d'importance est accordée à ce qui est acoustique et visuel. Et puis on propose dans cette approche SGAV, les batteries d'exercices et de situations proposées sous forme d'exercices audio visent l'écoute des énoncés en vue de les imiter. Donc on est dans l'écoute, puis on va reproduire par la suite, travailler, reproduire à partir des dialogues, les sons, les rythmes, les intonations, etc. On travaille donc le volet toujours oral. L'approche communicative, la langue est considérée comme un moyen de communication et d'interaction sociale. Il répond aux besoins d'une communication fonctionnelle. Donc là, l'importance est accordée souvent, principalement, primordialement à la communication fonctionnelle, donc les interactions de tous les jours, également les interactions sociales. Quant à l'approche actionnelle, c'est, si vous voulez, l'une des approches adoptées par le cadre européen commun de référence pour les langues. Je cite, c'est extrait d'un extrait de ce cadre européen commun de référence. La perspective actionnelle, ou de type actionnel, considère avant tout l'usager et l'apprenant d'une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières dans des circonstances et un environnement donné, à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s'inscrivent elles-mêmes à l'intérieur d'actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. Donc, selon l'approche actionnelle, si vous voulez, un enseignement, un apprentissage ne peut avoir sens que lorsque il a un rapport avec, si vous voulez, la société. Ça veut dire qu'il a des ouvertures sur ce qui se passe dans la société. Et l'apprenant est considéré comme un acteur social qui doit accomplir des tâches dans un contexte social
et il doit être capable de mobiliser toutes ses connaissances, toutes ses compétences pour pouvoir réussir la réalisation de ces tâches. Le concept de tâche est très important à définir. Il y a tâche dans la mesure, c'est toujours le cadre européen commun de référence pour les langues. Il y a tâche dans la mesure où l'action est le fait d'un ou de plusieurs sujets qui mobilisent stratégiquement les compétences dont ils disposent en vue de parvenir à un résultat déterminé. D'accord? Il faut parvenir à un... Donc, ça me rappelle un petit peu cette démarche de gestion axée sur les résultats. Donc, il faut qu'il y ait des résultats. La perspective actionnelle prend donc aussi en compte les ressources cognitives, affectives, volitives et l'ensemble des capacités que possède et met en œuvre l'acteur social. Autrement dit, et je commente, le agir librement et délibérément. Donc l'acteur agit librement et délibérément en tant qu'acteur social capable de mobiliser ses savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-agir, etc. Les éléments de l'approche actionnelle, quelques éléments de l'approche actionnelle, c'est d'abord l'usage d'une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies par des personnes et individus et acteurs sociaux. Un ensemble de compétences générales et notamment une compétence à communiquer langagièrement, communication langagière. Des contextes et des conditions variées avec différentes contraintes pour réaliser des activités langagières. Nous avons également des stratégies langagières pour produire ou comprendre des textes en relation avec des thèmes dans des domaines spécifiques. Et bien sûr, nous avons pour les tâches, pour les compétences, etc., pour les capacités, nous avons dans le cadre européen commun de référence des descripteurs qui concernent les différentes compétences, les différentes tâches, les différents savoirs à mettre en application, en pratique, à utiliser, etc. Donc, en quelque sorte, l'approche actionnelle, il nous fait passer d'un homme, si vous voulez, d'un être humain, un homme communicant, peut-être vers un autre agissant aussi. Donc il y a l'agir, il y a de l'agir, il y a de l'action. Le cadre, je m'arrête un petit peu sur le cadre encore commun, européen commun de référence des langues. Apprendre à enseigner et évaluer. Le document, il est téléchargeable, bien sûr, sur les sites officiels du ministère de l'Éducation nationale de France, etc. Document de référence, il est publié en 2001 par le Conseil de l'Europe. Ce référentiel, ce cadre de référence vise l'harmonisation des pratiques d'enseignement-apprentissage et l'évaluation au sein des différents pieds européens de l'Europe. Il définit les niveaux de maîtrise d'une langue étrangère, quelle qu'elle soit. Les domaines de compétences, les profils de sortie éventuels sont décrits et cadrés par des descripteurs. Un système d'évaluation commun qui se base sur des échelles de maîtrise et d'évaluation. On sait que pour évaluer la maîtrise d'une langue, dans le cadre du CERCL, le cadre européen commun de référence pour les langues, nous avons les différents niveaux. Donc le niveau A, niveau B, niveau C. Et dans le niveau A, on parle d'utilisateurs élémentaires. Le niveau B, on parle d'utilisateurs indépendants. Donc un degré plus haut de maîtrise. Et on arrive à un utilisateur expérimenté. Donc c'est le C. Et pour chaque niveau, A1, il y a aussi, pour A, il y a A1, A2. Pour le A1, on parle d'un niveau introductif aux découvertes. Pour A2, on a le niveau intermédiaire ou de survie. Pour le B1, parce que le B aussi, il est décliné en deux niveaux, et à chaque sous-niveau, il est décliné également en sous-niveau. B1.1, etc. De toute façon, on ne va pas entrer dans ces détails. Le B1, c'est un niveau seuil, ce qu'on appelle un niveau seuil. Le niveau B2, on parle de niveau avancé ou utilisateur indépendant. Et chaque descripteur, il décrit les différentes compétences, les différentes capacités, les différentes tâches dont quelqu'un qui a un B2, il sera capable de.
Il sera en mesure de les différentes... Du niveau C1, c'est niveau autonome. Le niveau C2, c'est la maîtrise. C'est extrait de le cadre européen commun de référence, page 34. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.